Le 20 août 1975 fut pour beaucoup de savants un jour tout à fait exceptionnel. Ce jour-là marquait le départ de la mission Viking 1 vers la planète Mars. Pendant que les équipes de techniciens s'installaient devant leurs ordinateurs, leurs appareils et leurs écrans, on procédait à la dernière vérification du véhicule spatial. Tout était prêt, le compte à rebours avait commencé. Une aventure spatiale de la plus haute importance était entreprise pour démontrer une fois pour toutes que, dans les conditions voulues, la vie pouvait se développer à partir d'une matière inanimée. La loi fondamentale de la biologie affirme que la vie ne peut provenir que de la vie. Pourtant, de temps à autre, quelques savants avancent que peut-être la vie pourrait surgir à partir de matière inanimée. Au Moyen-Âge, par exemple, le monde scientifique était convaincu que la vermine et les mouches provenaient directement des tas d'ordures et des détritus. Cette croyance était tellement ancrée dans les esprits que le célèbre savant italien Francesco Redi dut démontrer en 1668, au moyen d'une expérience simple, que la vermine et les mouches se reproduisaient certes sur les détritus, mais n'en provenaient pas. Il plaça un morceau de viande dans 3 flacons, boucha le premier avec un bout d'étoffe mince, le second avec un morceau de papier, et laissa le troisième ouvert. Bientôt, des mouches s'introduisirent dans le flacon ouvert et s'installèrent sur la viande en décomposition. D'autres, ne pouvant entrer dans le flacon bouché par le chiffon, pouvaient cependant sentir l'odeur de la viande et s'installèrent sur le chiffon. Le papier couvrant le troisième flacon empêchait à la fois d'entrer et de sentir la viande. Aussi n'en approchèrent-elles pas. Au bout de quelque temps, de petits vers apparurent sur la viande dans le flacon ouvert, et de même sur le chiffon qui bouchait le deuxième flacon. La viande en décomposition dans le troisième, bouchée par du papier, ne renfermait aucun ver. Il devint donc clair pour les savants que les mouches avaient pondu leurs œufs sur la viande du flacon ouvert et que les vers en étaient nés. Comme les mouches ne pouvaient atteindre la viande du deuxième flacon couvert d'un chiffon, mais qu'elles la sentaient, elles déposèrent leurs œufs sur le chiffon. Le flacon bouché avec du papier ne dégageait aucune odeur de viande et n'attira donc pas les mouches. Ce flacon ne produisit aucun ver. 2 siècles plus tard, cependant, il y avait encore des savants pour croire à la génération spontanée. Mais cette fois, il s'agissait du monde microscopique des bactéries et des algues. Elles semblaient ne venir de nulle part, et beaucoup de gens croyaient qu'elles étaient produites par la matière sur laquelle on les trouvait. Louis Pasteur, l'un des plus grands savants de tous les temps, n'était pas de cet avis. Il était convaincu pour sa part que la loi fondamentale de la biologie, la vie seule peut produire la vie, s'appliquait aussi bien aux bactéries qu'à la vermine et aux mouches, et finalement à l'ensemble du monde vivant. Aussi fit-il une expérience devant une assistance d'ailleurs complètement sceptique. Il prit un premier flacon, y introduisit un bouillon de culture, stérilisa et scella le tout. Aucune bactérie n'apparut dans ce milieu. Il prit un second flacon, muni d'un col en forme d'S. La poussière et les particules porteuses de bactéries restant bloquées dans le col, aucune bactérie n'atteignit le bouillon. Le monde des savants fut obligé de s'incliner devant les faits. Un siècle plus tard, on croit à nouveau que la vie peut naître à partir de matière inanimée. Cette fois-ci, on s'imagine qu'il y a très longtemps, la première forme de vie a été générée à partir de gaz et de substances chimiques. Voilà pourquoi, ce 20 août, tous les yeux étaient fixés sur Mars, car son atmosphère et son climat, bien qu'extrêmement froids et secs, rappellent plus que sur aucune autre planète ceux de la Terre. Il semblerait que Mars, sorte de laboratoire naturel flottant dans l'espace, pourrait apporter la réponse à la question de savoir si la vie peut naître de la matière inanimée.
Ainsi, on ne douterait plus que la vie ait pu se former sur la Terre, pour peu que l'on découvrit des traces de vie ailleurs. La fusée spatiale Viking emportait à son bord un des miracles de la technologie moderne. Un laboratoire scientifique miniaturisé, dans un cube de 30 cm de côté, capable de mener à bien toutes les expériences que fait un laboratoire d'une grande université moderne. Cet appareil prodigieux se posa sur la surface de Mars et les expériences commencèrent. L'appareil pouvait prélever des morceaux du sol, les analyser avec ses instruments ultra perfectionnés et envoyer les résultats vers la Terre. Les savants étaient sûrs que même si la vie n'y existait plus aujourd'hui, elle avait existé autrefois. On apercevait sur la surface de la planète des traces d'eau. Signe, pensait-on, qu'il y aurait eu des conditions semblables à celles qu'on croyait avoir originellement existé sur la Terre. Les savants étaient impatients d'analyser les résultats qui parvenaient en grand nombre dans la salle de contrôle. Alors survint le choc, quelque chose de plus amer qu'une déception. Une déconvenue peut-être analogue à celle que subirent leurs devanciers lors de l'expérience de Pasteur. Ils étaient tellement convaincus que la vie pouvait provenir de la matière non vivante qu'il leur paraissait quasiment inconcevable que le sol martien fût stérile. On n'y trouvait non seulement aucune trace de vie, mais encore aucune preuve que la vie y eût jamais existé. On vérifia plusieurs fois les résultats, mais la réponse fut chaque fois la même. Pour s'assurer de n'avoir rien négligé, on organisa une seconde mission. Et l'envoi dans l'espace de Viking 2, le 9 septembre 1975, ranima les espoirs de certains savants. Les nouveaux résultats ne les confortèrent pas davantage, car ils confirmaient qu'aucune forme de vie n'avait pu exister sur Mars. On commença bien sûr à se poser des questions. Des sommes énormes avaient été dépensées, et les partisans de l'évolutionnisme se trouvaient toujours plus incapables de fournir des preuves concrètes à l'appui de leurs théories. L'investissement n'avait été d'aucun rapport. L'argent des contribuables semblait avoir été utilisé pour essayer de justifier la croyance de certains savants en une théorie dépourvue de base scientifique. On entendit même dire que ces résultats entraînaient l'abandon pur et simple de la notion de génération spontanée et d'évolution. Le présent film commence donc au stade où se sont arrêtés Viking 1 et Viking 2. Des savants qui ont examiné de près certains aspects de la théorie de l'évolution sont interrogés pour nous faire découvrir quelle est la situation actuelle. Bien des gens s'imaginent que les fossiles d'animaux sont la preuve qu'une évolution s'est produite dans le passé. Afin de déterminer si tel fut vraiment le cas, interrogeons la science qui étudie les fossiles, c'est-à-dire la paléontologie. Le professeur Roberto Fondi est un spécialiste de paléontologie, qu'il enseigne au département des sciences de la Terre à l'université de Sienne, en Italie. Parmi ses nombreuses activités, il en est une qui l'amène à être conseiller scientifique dans la reconstitution des animaux préhistoriques. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que l'hypothèse fondamentale sur laquelle repose la pensée évolutionniste n'est absolument pas confirmée par la paléontologie. Quelle est cette hypothèse? En premier lieu, que des cellules vivantes puissent provenir par génération spontanée de matière non vivante. Cela signifierait qu'à la suite d'une chaîne de réactions chimiques au sein d'une soupe primitive hypothétique, une cellule vivante serait apparue. Ensuite, que ces cellules se seraient regroupées en colonies, après une longue période de temps, pour former des structures multicellulaires complexes. Ces structures sont également supposées s'être transformées, au fil des temps, en animaux et finalement en hommes. Selon cette hypothèse, les ancêtres de toutes les créatures vivantes, y compris l'homme, remonterait à une seule cellule. Cette ascendance est représentée sous forme de gigantesques arbres généalogiques aux branches innombrables sortant d'un même tronc dont les racines plongent directement dans la